Missionnaire est arrivé tôt ce matin à Paris. Voici les images de son arrivée à l'invitation du président de la République qui doit le recevoir à la mi-journée à l'Élysée. Pour en parler, nous sommes avec Patricia Lémonière. Bonjour. Grand reporter à TF1. Jean-Yves Le Drian était à Riyad cette semaine pour préparer le terrain. La semaine dernière, c'est le président lui-même qui a rencontré le prince héritier saoudien Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier depuis la Suède sur ce dossier. On l'écoute. J'accueillerai donc demain à 12h15 le Premier ministre Hariri avec les honneurs qui sont dus à un Premier ministre, certes démissionnaire, mais dont la démission n'est pas reconnue dans son pays encore puisqu'il ne s'y est pas rendu. Et donc je l'accueillerai en tant que Premier ministre néanmoins. Le Premier ministre Hariri a ensuite vocation, je crois, à se rendre dans son pays dans les jours ou les semaines qui viennent. Il lui appartient de s'exprimer sur son propre agenda. Mais je n'ai pas de doute sur ce sujet. Alors Patricia, quel rôle joue la France actuellement dans cette crise? Qu'a-t-elle à y gagner finalement? On l'a entendu, il s'agit d'un geste d'amitié et ce n'est pas un exil, il ne s'agit pas d'un exil. Alors première chose, la France était jusqu'à présent sortie de la scène moyenne et proche-orientale. Donc ça, c'est un retour en force de la France. Quel rôle peut-elle jouer? Elle a d'abord joué un rôle de médiateur, en quelque sorte. Elle est allée voir le prince et puis elle est allée aussi, alors dépêcher son ministre des Affaires étrangères, comme on l'a vu. Mais de ce rôle de médiateur, maintenant, elle devient active. C'est-à-dire que c'est presque une opération, certains ont dit d'exfiltration, mais c'est une opération où on permet à l'Arabie Saoudite, en quelque sorte, de sauver la face. Parce que le MBS, comme on l'appelle, le prince, eh bien, c'est bien aperçu qu'il était allé trop loin, finalement. Donc, on permet à l'Arabie Saoudite de sauver la face. Et puis, on joue les intermédiaires, en quelque sorte, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, par Hariri interposé. On sait qu'il y a aussi des liens historiques très forts entre la France et le Liban. On sait aussi que le président Chirac est très proche de la famille Hariri. Ah oui, alors l'histoire entre la France et le Liban est très ancienne. La France était une puissance d'abord mandataire, et puis il est intervenu à de très nombreuses reprises au Liban. Je vous donne quelques exemples. On a permis l'exfiltration de Yasser Arafat, le Palestinien, en temps et heure. On a permis en 2006 le départ, au moment où Israël était mené une opération militaire au Liban. En 2006, on a permis l'exfiltration de plusieurs milliers de ressortissants étrangers et de très nombreux Français qui vivent au Liban. Et puis les relations, comme vous le dites, entre le président Chirac et le père, Rafik Hariri, étaient très anciennes. Quand Jacques Chirac s'est retiré de la vie politique, il a été logé gracieusement par la famille Hariri, quai Voltaire, un appartement de 400 mètres carrés. Alors, c'est une famille qui a la double nationalité, libanaise et saoudienne, et qui a bâti sa richesse en Arabie Saoudite dans le BTP. Les affaires, Patricia, ne sont plus si florissantes que cela, avec des impacts également, notamment sur les expatriés français. Alors, les affaires sont pour le moins en péril, en quelque sorte, parce que la Saoudi Ogier a fait faillite. Elle est endettée à plusieurs milliards de dollars vis-à-vis des banques. Cette entreprise, aujourd'hui, doit de l'argent à des Français, même à l'État français, 5 millions, à des Français pour un montant entre 13 et 15 millions. Il faut dire que sous François Hollande, le Premier ministre avait reçu MBS et il lui avait fait part de cette situation. Et le prince héritier, qui n'était pas à l'époque prince héritier, qui était ministre de la Défense, avait été très surpris et s'était engagé effectivement à régler cette affaire, et il avait commencé à régler l'affaire. Mais je dis commencer, c'est-à-dire que certains salariés ont commencé à recevoir leur salaire dû. Et à noter que la richesse personnelle de Saad Hariri est estimée à plus de 1 milliard de dollars. La suite à présent, est-ce que cette venue en France peut débloquer la situation? Est-ce que la tension va rebaisser d'un cran? Alors c'est certain, on est dans un processus de désescalade. Personne n'a intérêt, ni l'Arabie Saoudite, ni l'Iran, à une crise majeure au Liban. Les deux pays font la guerre, l'un par outil interposé, c'est l'Iran au Yémen, mais aussi lutte contre Daesh au Proche-Orient. Et puis l'Arabie Saoudite est impliquée dans cette guerre au Yémen très forte, donc les deux n'ont pas intérêt à une montée de la crise en tout cas. Merci beaucoup Patricia Lémonière pour ces précisions. On rappelle donc que Saad Hariri est donc bien arrivé en France tôt ce matin. Très beau réveil, bienvenue dans la matinale du week-end sur LCI, canal 26. Notre Libanais démissionnaire Saad Hariri a atterri en France tôt ce matin. Nous reviendrons sur les coulisses de son arrivée. Christophe Fait énième épisode d'une crise dont personne ne connaît l'issue. Saad Hariri est arrivé
Tôt ce matin en France, le Premier ministre libanais démissionnaire assure sur Twitter qu'il n'a pas été retenu en Arabie Saoudite, comme certains le laissent entendre. Il sera reçu en ami à la mi-journée à l'Elysée. Alors pourquoi Emmanuel Macron joue-t-il les médiateurs dans ce dossier ultra sensible? Quelle est sa position, sa stratégie? Les précisions de Xavier de Giacomoni. Au moment où le jet privé de Saad Hariri se pose à Paris, Emmanuel Macron sait qu'il a marqué un point décisif au Proche-Orient. Le Premier ministre libanais démissionnaire, libre de ses mouvements, c'est déjà un premier pas vers la résolution de la crise. Depuis Göteborg, le président de la République avait précisé le sens de son invitation à Saad Hariri. L'invitation faite au Premier ministre Hariri il y a 2 jours est une invitation amicale pour à la fois discuter avec lui et accueillir à Paris le Premier ministre d'un pays ami de la France. Le Premier ministre Hariri a ensuite vocation, je crois, à se rendre dans son pays dans les jours ou les semaines qui viennent. Là est bien le problème. Si Jean-Yves Le Drian, accompagné par l'équipe de TF1 de Michel Scott, a pu convaincre Saad Hariri de venir à Paris, son retour à Beyrouth n'est pas programmé pour le moment. L'homme politique à la double nationalité saoudienne et libanaise craint pour sa vie. Il se pense dans la même situation que son père en février 2005, lorsque son convoi avait explosé, tuant Rafik Hariri ainsi qu'une vingtaine d'autres personnes. 5 membres du Hezbollah, le mouvement chiite libanais, avaient été accusés d'avoir participé à l'attentat. S'il rentre à Beyrouth, s'il revient sur sa démission, Saad Hariri devra à nouveau gouverner avec le Hezbollah. Le président de la République s'est exprimé pour la première fois hier sur les... Pourtant, sa popularité n'est pas vraiment au zénith. Prises une à une, les mesures qu'il adopte ne sont pas très populaires. Olivier, mais aucun argument ne semble accroché pour autant. Est-ce que ça peut encore durer? Oui, on voit que l'opposition est disloquée, les syndicats sont disséminés et même les lycéens et les étudiants n'étaient pas dans les rues jeudi. Malgré la réforme de l'entrée à l'université. Alors ce résultat, il tient à plusieurs choses. D'abord, à l'intelligence tactique du président, à sa fermeté qui en impose, à la clarté de son propos et puis aussi sans doute à la lassitude qui est provoquée par des manifestations qui ne mènent à rien. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est sur le point de réaliser le pronostic de Time Magazine qui le présentait la semaine dernière comme le futur leader de l'Europe à condition qu'il parvienne à gouverner la France, c'est fait? Écoutez, c'est encore trop tôt pour le dire. Les mouvements sociaux surviennent souvent là et quand on ne les attend plus. Donc attendons pour voir. Mais pour en revenir à Time Magazine, je crois qu'en fait la proposition est exactement inverse à celle que affirmaient nos confrères américains. En réalité, Emmanuel Macron ne parviendra à gouverner la France que s'il s'impose sur la scène européenne. L'Europe, c'est la mère des batailles. C'est celle qui commande la stratégie politique du président. Pour Emmanuel Macron, c'est simple, la France sera grande si l'Europe est puissante. Alors tout ce qui touche à l'économie, à la fiscalité, au social, à l'immigration, découle des décisions prises au niveau européen. Emmanuel Macron a raison de dire que pour retrouver sa crédibilité, la France doit se réformer, mais pour cela, ça l'oblige à prendre des mesures controversées pour lesquelles il ne trouvera pas longtemps du soutien en France si l'Europe ne présente pas rapidement un nouveau visage. Alors, il est plutôt dynamique sur le sujet. Olivier l'a prononcé notamment un discours à la Sorbonne qui a marqué les esprits, qui a été plutôt bien accueilli. Oui, mais il n'a rien obtenu de marquant, rien qui permette de dire que ça change vraiment. Sur les travailleurs détachés, il y a eu une avancée, mais applicable seulement dans plusieurs années. Sur l'écologie, on se dispute. La politique fiscale est au point mort. Les Paradise Papers, récemment, ont encore mis en relief les lacunes de l'Europe sur ce plan. Sur le social, les Européens ont adopté hier un texte ronflant, comme on en a déjà connu plusieurs, c'est-à-dire pour rien. Les ambitions françaises sur la défense ont été récemment sabordées par les Allemands qui ont voulu réunir l'ensemble des pays européens et pas seulement ceux qui sont réellement décidés à avancer. Vous voyez, en Europe, les meilleures intentions continuent à se briser sur le mur des intérêts souvent contradictoires des 27 pays. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un risque pour Emmanuel Macron? On rappelle que les Français ont toujours dit non dans les urnes aux partisans d'une sortie de l'Union. Jusqu'à présent, ils ont refusé le grand saut dans le vide parce qu'ils considèrent que l'euro est sécurisant. Mais si l'Europe continue à être une porte ouverte à tous les vents, y compris dans les domaines économiques et commerciaux, sociaux et fiscaux, alors les Français
pourraient changer d'avis. Souvenez-vous, en 2005, ils avaient voté contre la Convention européenne. Vous voyez, il y a au moins un point sur lequel Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Alain Juppé sont d'accord. Les élections européennes de 2019 seront déterminantes pour décider de l'avenir des forces politiques. Et d'ici là, Emmanuel Macron a besoin d'obtenir des succès sur la scène européenne pour pouvoir continuer à gouverner la France. Merci Olivier, vous nous disiez à l'instant que la cote de popularité d'Emmanuel Macron n'était pas à son zénith, et bien celle de Donald Trump non plus. Aurélien, vous allez nous parler d'une cycliste